Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Dicalo est une application de messagerie instantanée. Celle-ci permet les communications axées sur la confidentialité, la rapidité et la sécurité et possède des fonctionnalités telles que les discussions de groupe, l'échange de multimédia et fonctionne sur iOS, Android et les plateformes Java. Aujourd'hui, j'accueille Alain Ekambi, le créateur de cette application, pour discuter de différents sujets, dont son parcours d'ingénieur cadre à entrepreneur tech. Il nous démontrera ensuite en quoi sa solution est sécurisée, ainsi que les données personnelles de ses utilisateurs, de par la technologie sur laquelle Dicalo repose. Nous parlerons aussi de la fonctionnalité de paiement appelée CAP, qu'il a rajouté à son application. Et enfin, nous reviendrons sur sa carrière de basketteur pro avec l'équipe de Munich dans le Bayern. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Alain. Salut Alain, bienvenue sur le podcast. Peux-tu te présenter et décrire un peu ton business Dicalo? Ah ouais, moi c'est Alain Ekambi. Je suis né en 82 à Douala au Cameroun. J'ai fait des études en informatique. Et depuis, on va dire 2018, j'essaie de mettre la plateforme Dicalo sur pied. Dicalo, c'est une plateforme de communication, un peu comme vous connaissez WhatsApp ou Facebook Messenger, ce genre de choses. C'est un peu ça la vision Dicalo, mais avec un focus sur l'Afrique, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que de toutes les parties du monde, de l'Afrique est la seule partie du monde qui n'a pas encore une plateforme à elle, une plateforme de communication. Nous sommes un peu partout, nous sommes sur Snapchat, sur Facebook, sur tout ce qui existe, mais il n'y a pas une plateforme à nous, malgré le fait que nous soyons la démographie qui grandit le plus et aussi l'espace qui grandit le plus avec plus de 500 millions de personnes en ligne. On n'a pas une seule plateforme qui a un minimum d'1 million de personnes. Donc nous, on s'est dit ça, c'est un vide qu'il faut combler et voilà pourquoi on essaie de mettre Dicalo sur pied. Ah, top. Et qu'est-ce qui différencie Dicalo des autres plateformes telles que WhatsApp ou Messenger, comme tu citais précédemment? La première chose, quand on a commencé naturellement à faire une messagerie, c'est qu'est-ce qui va différencier justement, c'est toi la première question qui arrive, qu'est-ce qui va me différencier des autres plateformes, qu'est-ce qui va pousser les gens à quitter les autres plateformes pour aller sur Dicalo. Donc notre premier focus a été sur l'aspect privé de la plateforme. Ça veut dire sur Dicalo, par exemple, on n'a pas besoin de communiquer son numéro de téléphone à une personne pour commencer une communication. Sur WhatsApp, par exemple, si je veux discuter avec toi sur WhatsApp, il me faut absolument ton numéro de téléphone. Sinon, on ne peut même pas commencer une discussion. Ça marche pour des gens qu'on connaît, c'est-à-dire si des gens sont déjà proches, mais pour des gens qu'on vient à peine de rencontrer, souvent on a des réticences à donner son numéro de téléphone. Du coup, on essaie de passer par des méthodes alternatives, alors qu'avec Dicalo, j'ai le contrôle moi-même de toutes mes données privées, en fait. Donc, je peux contrôler à qui je donne mon numéro de téléphone. Voilà. Il n'y a pas la friction qu'il faut d'abord donner son numéro et puis avant de pouvoir utiliser la plateforme. Voilà. Donc, on ne réfléchit pas trop, en fait. C'est un peu plus le contact est un peu plus naturel, en fait. Mais au-delà même de cela, on a aussi un contrôle plus accentué, en fait, sur ces données privées parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Le numéro de téléphone aujourd'hui est connecté à tellement de choses parce qu'on utilise le même numéro de téléphone pour plusieurs choses en même temps. Pour plusieurs plateformes. Ouais. J'aimerais même qu'on revienne dessus après. Il faut j'ai préparé des questions spécialement pour ça. Je crois qu'on pourra revenir plus en détail sur ce paramètre de numéro de téléphone là. D'accord. Et avant d'entrer plus en profondeur, peux-tu nous parler un petit peu de ton activité d'avant avec Aome Innovation Technology par exemple, histoire que les gens voient un petit peu d'où tu pars, quoi, ce qu'il y a comme background. Bien sûr. Bon, comme j'ai déjà fait des études en informatique, donc après mes études, j'ai commencé à travailler comme consultant, comme la plupart des personnes qui vivent en Allemagne. C'est-à-dire, vous travaillez pour une compagnie, vous faites des projets pour d'autres compagnies. Donc voilà, j'étais comme consultant et justement pendant ma période de consultant, je suis tombé chez un ami. C'est lui qui m'a donné un peu le goût de l'entrepreneuriat en fait, parce qu'il m'a fait comprendre qu'en travaillant pour d'autres personnes, il y a beaucoup de mon potentiel que je n'arrive pas à exploiter en fait, parce qu'il s'est rendu compte en fait que j'avais beaucoup d'idées
que je voulais faire, mais à cause du fait que je sois employé quelque part, j'étais toujours bloqué, en fait. J'avais toujours cette peur d'explorer des choses nouvelles. Donc, c'est lui qui me donne le goût de l'entrepreneuriat. Et en 2014, justement, on crée cette compagnie ensemble qui s'appelle Arome Innovation Technologies. Et ce qu'on faisait dans Arome, ou ce qu'on fait parce qu'on continue tout de le faire, c'est exactement ce que je faisais comme employé, c'est-à-dire on fait des logiciels qu'on vend à d'autres compagnies. Les prestations de service, quoi. Voilà. La seule différence étant que maintenant, je le fais à mon propre compte. Je ne fais plus au compte d'une personne. Ouais, c'est top. Et l'activité existe toujours, en fait. Elle existe toujours, ouais. Elle existe toujours. Wow. Même si je ne suis plus super actif là-bas à cause du Dicalo, donc c'est plus mon partenaire qui gère ça actuellement. Il faut aussi être honnête, je ne suis plus très, très actif dans Arome. Arome existe toujours. Ouais. Ah, c'est top, c'est top. Donc, c'est de Arome, et pendant que je fais Arome, justement, durant un voyage, que je rencontre une personne, justement, c'est une histoire qui m'est vraiment arrivée, c'est que je rencontre une personne, j'allais à Berlin à l'époque, et le contact avec cette personne se passe tellement bien, mais arrive maintenant le moment où il faut se séparer, il faut rester en contact, et on se rend compte que le courant est passé, mais la personne n'est pas si proche que ça qu'on veut absolument échanger nos numéros de téléphone parce qu'on ne se connaît pas encore si bien que ça. Chacun est réticent à donner son numéro de téléphone à l'autre. Donc, du coup, on s'est retrouvé à échanger des emails, mais la communication par email n'est pas très interactive. Donc, du coup, après un temps, on se décourage, on n'est pas vraiment très intéressé. Donc, du coup, ça m'a amené à penser que, mais tiens, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je veux communiquer avec une personne par messager, j'ai besoin du numéro de téléphone de la personne? Parce que normalement, j'ai juste besoin de quelque chose qui ne doit pas forcément être lié au numéro de téléphone. Pourquoi est-ce que les applications aujourd'hui demandent le numéro de téléphone? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches en fait sur les messageries avant de me rendre compte que, mais tiens, non seulement il faut un numéro de téléphone, mais quand tu regardes l'Afrique en général, c'est-à-dire avec plus d'un demi-milliard de personnes en ligne, il n'y a pas une seule plateforme qui est contrôlée par les Africains en fait, où tu vas dire, bon voilà, il y a les autres plateformes, mais il y a aussi quelque chose à nous, un peu comme vous allez trouver. On va trouver WeChat en Chine, ou on va trouver Hike en Inde, ou on va trouver Line chez les Japonais. C'est pas, il y a toujours une place. Ils sont aussi sur WhatsApp et tout ça, mais ils ont aussi des plateformes où ils peuvent faire les choses un peu selon leur vision du monde. En fait, ils peuvent mettre des services qui sont adaptés à leur contexte. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique, il n'existe rien de tout ça. Donc, on s'est dit, bon, voilà, on va combiner les deux. En fait, on va faire une messagerie qui a un aspect privé, c'est-à-dire on n'a pas besoin de partager son numéro de téléphone, mais en même temps, qui est aussi un peu focusé sur l'Afrique. Et voilà comment l'idée du Calvin. Ah, c'est top, c'est top. Et pour revenir maintenant à ce qu'on disait précédemment, quelle stratégie en fait il y a derrière? C'est vrai que tu as commencé un petit peu à répondre. Quelle stratégie il y a derrière le fait que Dicalo n'utilise pas forcément par exemple, tu as parlé du numéro de téléphone. Il faut aussi ajouter même l'idée Facebook. Il y a plein d'applications, par exemple, pour te quand tu dis qu'il faut que tu utilises tes identifiants Facebook et tout. Ça, il n'y a pas sur Dicalo aussi, j'ai constaté, il n'y a pas ça. Non, il n'y a absolument pas sur Dicalo, non. Je me demandais, est-ce qu'il y a une stratégie peut-être à moyen long terme par rapport à ça? Oui, la stratégie, en fait, c'est de montrer aux gens que vous pouvez communiquer sans avoir besoin de vous exposer, d'exposer toutes vos données privées, comme la plupart des compagnies actuellement nous font croire, en fait, parce que les gens nous font croire que c'est nécessaire, en fait. Ouais, mais quelque part, je dis ça parce que pour revenir aussi moi-même par rapport à mes propres compétences, quelque part, pour pouvoir grossir, tu auras besoin de plus de données, quoi. Oh, ce sont ces gros-là qui ont ces données-là. Oh, en mettant tous ces procès. C'est ça, ce que les gens pensent, en fait. On a besoin de données, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a besoin des données privées sur les gens. Il y a une différence entre avoir des données et avoir des données privées sur les gens, mais en même temps, ce que nous, on veut faire, c'est qu'on veut donner le choix à l'utilisateur lui-même. Est-ce que je veux partager ces données ou pas? Les systèmes tels qu'ils sont conçus actuellement aujourd'hui, par exemple, on prend un système par exemple de WhatsApp, je ne peux même pas commencer une conversation si je ne mets pas mon numéro de téléphone. C'est pratiquement impossible. Ça veut dire si j'installe WhatsApp aujourd'hui, tant que je n'ai pas mis mon numéro de téléphone, ça ne va pas marcher du tout. Mais maintenant, même que j'ai mis mon propre numéro de téléphone, si je rencontre une personne, il faut aussi que la personne me donne son numéro de téléphone pour qu'on puisse communiquer. Nous, on s'est dit, pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin non seulement de donner mon numéro de téléphone, mais d'avoir aussi un numéro de téléphone de nouvelle personne. Est-ce qu'on peut simplifier la chose? Ça veut dire donner le choix à l'utilisateur lui-même de dire, bon, voilà, je fais tellement maintenant confiance à la personne que je peux lui donner mon numéro de téléphone. Donc maintenant, ces compagnies utilisent naturellement ces données pour faire de l'argent. Nous, on a une autre stratégie avec laquelle on veut faire de l'argent qui n'est pas forcément liée au fait que les gens doivent donner les informations. On pourra revenir aussi après dessus, quoi. J'ai aussi quelques questions par rapport à la monétisation des Dicalo.
Mhm. Et puis bon, je me demande aussi en même temps, qu'est-ce qui garantit en fait que les données personnelles des utilisateurs sont protégées? Bon, une garantie n'existe vraiment jamais à 100%. Actuellement, on doit faire un peu confiance à la compagnie qui est Dicalo. Ça veut dire pas nous croire sur parole parce que naturellement, on aura des audits. C'est-à-dire, il y a toujours des firmes qui arrivent et qui contrôlent que vous faites vraiment ce que vous dites que vous faites. C'est pas, genre, vous devez nous faire confiance à l'aveuglette. Mais le fait même déjà qu'on ne demande pas ces informations montre déjà que c'est pas important pour nous. Parce qu'on ne vous oblige pas à nous les donner. Tu vois. Mhm. Donc, notre focus, c'est pas vraiment d'amasser les informations sur les gens parce que du coup, on peut utiliser Dical sans donner ces informations du tout. Et même quand les gens nous donnent maintenant ces informations de façon volontaire, on va dire ça comme ça, on n'utilise pas ces informations à des fins publicitaires. Ça veut dire, sur Dical, vous n'aurez jamais le phénomène que peut-être vous êtes en train de parler de foot avec un ami et directement vous Ça commencez à vous faire fait des cibler. publicités, voilà, des publicités de chaussures de football sur ça va pas exister sur notre plateforme. Voilà. Ouais, en fait, ce qu'il essaie de dire, j'explique en fait pour ceux qui ont écouté après. Ouais, bien Lorsque sûr. vous êtes sur Facebook par exemple et que ou sur d'autres, en fait, la majorité des plateformes c'est comme ça quoi. Lorsqu'ils ont déjà constaté que vous avez un intérêt pour un truc particulier comme le football, comme ils disaient tantôt, ça peut être des chaussures, des Barbies. Maintenant, il y a un process qu'on appelle le retargeting. Et, ces différentes plateformes vous reciblent par rapport à l'intérêt que vous avez déjà montré. Ils vous montrent les produits que vous pourrez potentiellement acheter, quoi. Ouais, C'est, voilà. Et maintenant, ça va même, exactement, et maintenant, ça va même au-delà même des plateformes pour lesquelles on n'a même pas délibérément fait le choix de partager ces informations. Sur Facebook, tout ça, je peux même encore comprendre, mais maintenant, parce Hmm. que Facebook aussi Mais parce a qu'ils décidé achètent, ça, justement, parce qu'ils achètent donc les maintenant, je données, suis même ils déjà en partagent train les de informations. discuter des montres. La dernière fois, par exemple, je parlais des montres avec un ami sur WhatsApp et je vais sur Facebook directement, je commence à avoir des publicités des montres sur mon mur. Ouais, c'est là que tu te rends compte qu'ils nous espionnent de partout, en fait. Et ça, c'est quelque chose que nous, on s'est dit, ben, je ne veux pas avoir un système qui m'espionne tout le temps, en fait. Ah, top, Et nous, top. on construit Dical comme quelque chose qu'on veut utiliser. Nous, on ne veut pas espionner les gens. On pense que chacun a droit à une sorte de sphère privée et ça devrait être par défaut, en fait, sur la plateforme. Top. Comme je t'avais dit en off, moi, ça fait longtemps que je te suis et puis je suis un petit peu vigilant à tout ce que tu poses. Et j'ai l'impression, en fait, que tu as plus de difficultés. Je sais pas, à toi de me dire, mais Oui, bien sûr. en fait, je pose la question, y a-t-il plus de difficultés d'optimisation de l'application sur iOS par rapport à Android? Ah oui, absolument. En fait, l'application, en général, tu sais, le problème, c'est qu'il faut toujours commencer quelque part. Quand nous, on a commencé à faire Dical, personne parmi nous n'avait absolument une expérience comment on fait une messagerie. Nous, tout ce qu'on avait, c'était une idée, en fait, et comment la faire. C'est learn by doing, comme on dit, ça dit. On s'est jeté Mhm. dedans, et petit à petit, on a commencé à apprendre. Ça a pris pratiquement 1 an pour comprendre comment ce genre de choses fonctionne, en fait. Donc, en général, même, on va dire, nous sommes pratiquement à environ 10% de où on pense qu'on peut être en termes de performance, de fluidité, par rapport comparé aux autres plateformes, naturellement, parce qu'on veut être aussi bon que les plateformes. Mais maintenant, même seulement ces 10%, il y a encore une autre différence entre Android et iOS, parce que notre application Android est un peu plus performante que l'application iOS, parce qu'iOS, naturellement, demande une hardware spéciale, quoi. Il te faut un Mac, il te faut ce genre de choses pour pouvoir développer sur iOS. Donc, ça fait en sorte que ça ralentit même encore un peu plus de développement sur iOS. Mais on apprend vite, nous sommes en train d'apprendre. Donc, d'ici la fin de l'année, c'est un peu notre objectif, c'est que la version de Decalo qui va sortir soit aussi bonne que sur toutes les autres plateformes. Que ce soit au niveau de la vitesse, que ce soit au niveau de la performance, que ce soit au niveau de la fluidité, en fait. Déjà, la prochaine version, la 1.6 qui va peut-être sortir 1.6, ouais, j'ai vu la le mois story. prochain, le mois prochain va encore être, elle va vraiment être très bonne, quoi, parce qu'on est en train de refaire la plateforme. C'est un peu la somme de tout ce qu'on a appris jusqu'ici, en fait. Ah, top, top, Ouais. top. Et peux-tu nous parler de la technologie que tu utilises pour sécuriser les conversations? Si possible, avec des thèmes que même ma grand-mère peut comprendre, histoire que les auditeurs Non, comprennent aussi, quoi. C'est que la base de la communication, c'est juste comment dire, de chiffrer en fait les, la communication. Ça veut dire quand tu envoies un message, si tu veux t'envoyer un message, avant que le message ne parte, il est chiffré avec une clé, on va dire ça comme ça, qui est sur ton téléphone ou sur ta machine. Ça veut dire que quand le message arrive chez nous, parce que nous on est comme un relais en fait, ça veut dire que le message arrive chez nous et nous on envoie ça à la personne à qui tu envoies le message en fait. Tu Mhm. vois, donc, mais quand le message arrive chez nous, on ne voit pas le message en clair parce que le message a été chiffré sur ta machine. Donc, en fait, vous savez juste des relais, quoi.
Ben voilà. Ça veut dire que c'est les deux personnes qui sont dans la conversation qui ont la clé de cette conversation. C'est eux qui peuvent déchiffrer les messages. Les messages qui arrivent chez nous, on ne les voit pas du tout. Je veux dire, on les voit, mais on ne les voit pas en clair. Ça veut dire, si tu envoies à bonjour, on va voir X2W35. Il faut une clé, en fait, pour pouvoir ouvrir ce message. Et cette clé-là, elle est seulement chez les personnes qui sont dans la conversation. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, le chiffrage sur les talons, en fait. Et c'est important pour nous, pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de protéger quelque chose que tu n'as pas, en fait. Nous, on essaie d'avoir un système assez simple parce qu'on se dit, bon, même s'il y a un hacker qui arrive sur notre système et d'une façon ou d'une autre, il réussit à avoir accès à notre serveur. Mais il n'y aura pas de data à voler. Mais voilà, parce qu'il n'y a rien qui est là, il n'y a rien à protéger. On ne garde ni les numéros même ni les emails des gens. Quand quelqu'un met son email sur Dicalo, l'email n'est pas chez nous. En clair, c'est chiffré aussi, que ce soit les numéros de téléphone. En fait, toutes les données qui sont chez nous sont chiffrées, en fait. Ce qui fait en sorte que même si quelqu'un a accès à nos serveurs, il verra juste des données chiffrées. Et il faut une clé. Et ces clés, nous ne l'avons pas. C'est chaque personne qui a la clé individuellement sur sa machine. Et pour entrer un peu plus dans le détail, chaque personne possède la clé complète où c'est la clé, le chiffrage des clés est partagé entre les deux parties, en fait, de telle sorte que même si le hacker réussit à avoir d'un côté, il faut encore qu'il trouve de l'autre côté, en fait. Absolument, absolument. C'est un peu ça le principe. Naturellement, bon, sans entrer dans les détails, ça veut dire que si on réussit à hacker un côté, on ne peut pas reconstruire toute la conversation. Il faut vraiment que ce soit des deux côtés, en fait. Ah, top. Ouais, ce qui rend encore le système compliqué. Ça veut dire, naturellement, il n'y a pas un système qu'on ne peut pas hacker. Ça aussi, il faut être avec le temps et l'énergie et l'argent nécessaire, on va toujours finir par hacker. En fait, c'est plus compliqué, en fait, quoi. Voilà, c'est de rendre la chose aussi compliquée que possible, en fait, et avec les moyens qu'on a. Naturellement, quand on va grandir, quand on va dire on aura un peu plus d'argent, on va aussi recruter des gens qui sont encore plus forts en cryptographie et peut-être qu'ils vont encore plus nous aider à rendre le système même encore plus sécurisé qu'il n'est là actuellement. Ok, c'est top. Histoire que les gens comprennent un petit peu quand on dit sécuriser, là, à quoi est-ce qu'on fait référence, quoi. Donc, pour revenir, faisant moi-même partie de la grosse communauté de bêta-testeurs sur ton application, on se demande quand même si Dicalo fait rentrer de l'argent, même si c'est pas rentable aujourd'hui, quoi. Est-ce que Dicalo fait déjà quand même rentrer de l'argent? Actuellement, non. Actuellement, on ne génère aucun argent du tout, même pas un seul euro. Tout ce qui est fait maintenant, c'est nous-mêmes qui investissons sur la plateforme. Ça veut dire tout ce qui est fait sur Dicalo maintenant est payé par nous-mêmes. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme. Et long terme, voilà. Donc, nous, c'est dans le futur. Le futur, ce n'est pas seulement la messagerie qu'on veut faire, mais c'est les services qu'on va offrir quand la messagerie sera déjà stable. Il y a beaucoup de services qui vont arriver, qui sont adaptés au contexte africain, au contexte du marché dans lequel on veut entrer, par exemple. Et l'un des services qu'on a déjà parlé depuis, c'est le service, par exemple, le transfert d'argent qu'on veut faire d'ici peu sur Dicalo. Et quand les gens vont faire des transactions, on va prendre 1% sur la transaction, par exemple. Donc là, c'est ça qui va nous faire entrer de l'argent. Ça, c'est un aspect, par exemple, qu'on est en train de faire. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les buts. Pour que CAP fonctionne, il faut d'abord que la plateforme soit vraiment rapide, qu'elle soit vraiment fiable, que chacun sache que si j'envoie mon argent, ça va arriver à bon port. Donc, on essaie d'abord d'améliorer la base. Et quand la base est là, maintenant, on va mettre les services au-dessus de la plateforme. Et ce premier service, par exemple, sera CAP. Après CAP, parce que CAP, maintenant, sera aussi la base sur laquelle il y aura plein d'autres services. On va dans le sens de e-commerce, par exemple, où je peux aller être sur Dicalo et vendre quelque chose et me faire payer directement par CAP. Ah, c'est top. J'ai même une autre question par rapport à ça. Mais avant, est-ce que Dicalo recherche ses investisseurs aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on a un niveau où on se rend compte que bon, on ne peut pas tout faire tout seul parce que malheureusement, il y a tellement à faire et il faut recruter les gens. Et recruter les gens veut dire il faut payer. En fait, même on avait déjà fait une levée de fonds, pour être honnête. Ah bon? On a dû si. Mais on a dû l'arrêter, en fait. Elle n'a pas vraiment trop duré. On a dû l'arrêter. Pourquoi? Parce que l'entité Dicalo même n'existait pas encore en tant que compagnie. Ah, ok. Donc, c'est en mai de l'année dernière que je suis allé au Cameroun parce que la firme va vivre elle sera au Cameroun, elle ne sera pas ici, elle sera pas en Europe. C'est une vision de Dicalo qu'on a. Donc, c'est quoi l'intérêt en fait d'installer la firme au Cameroun par rapport en Europe, là où tu as déjà peut-être toute la technologie? En fait, l'intérêt pour nous, en fait, c'est de montrer que, surtout dans le domaine technique, ce n'est pas important où tu vis, en fait. On a le talent, il est universellement réparti. On a tellement de gens au Cameroun qui ont aussi le talent que les gens qui sont ici en Europe.
Et nous, on s'est dit qu'on pense que si on veut faire une plateforme pour les Africains, pour l'Afrique, il faut aussi que cette plateforme soit faite en Afrique. Sinon, ce serait paradoxal enfin, pour nous, c'est paradoxal de faire une plateforme pour l'Afrique et avoir une compagnie qui est basée à Munich le faire. Bon, c'est dit non, il y a des gens sur place en Afrique qui ont le talent, qui ont les connaissances. Pourquoi ne pas aller installer aussi notre compagnie là-bas et recruter localement? Voilà. Ah, top. Et économiquement aussi, ça fait un sens. Faut pas non plus dire que bon, voilà, c'est tout l'utopie. Économiquement, ça fait un sens parce que Ouais, payer des développeurs ici par rapport. Ouais, voilà, complètement. par rapport à payer en Afrique, c'est aussi moins cher. Le salaire que tu paierais peut-être à une personne ici, tu peux payer 2 ou 3 personnes en Afrique aussi. Donc, surtout pour un investisseur aussi, l'argent qu'il met, il peut avoir la sensation que peut-être cet argent peut durer 1 an au lieu de 4 mois si on le faisait ici, en fait. Donc, il y a aussi cet aspect économique, mais aussi cet aspect d'éducation aussi qu'on veut faire. Ça veut dire les connaissances qu'on a amassées ici en matière de création de logiciels. On se dit, bon, ici en Europe, c'est quand même saturé quand même. Les gens ont ces connaissances. Mais en Afrique, ça manque. Les gens en Afrique ont le talent brut, mais ils n'ont pas la formation pratique, comment construire ce Ouais, la mise en application, exécution en fait. aussi faire ce transfert de connaissances-là, de telle sorte que si 1 ou 2 personnes un jour qui dit Calo, il va former sa compagnie à côté, on ne va pas dire non parce qu'à la fin de la journée, c'est l'autre continent qui avance en fait. Effectivement. Donc, il y a aussi cet aspect-là pourquoi nous sommes allés faire la compagnie en Afrique et pas ici en Europe. Je pense que tu as déjà entendu parler de la plateforme WeCashUp. Ouais. Est-ce que l'option CAP qui a été rajoutée sur Dicalo devrait être un équivalent de cette plateforme? Tu as déjà commencé à répondre. Avant ce comparatif, est-ce que tu peux expliquer, tu as un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux encore mieux expliquer en fait ce que c'est qu'une CAP en fait par rapport à Dicalo pour que les gens comprennent en fait quoi? Oui, CAP, en fait, c'est quoi? L'idée pour nous de CAP, c'est quoi? C'est que quand les gens sont déjà dans Dicalo, ça veut dire on est déjà connecté, on peut s'envoyer des textos, des messages, tout ça. On peut aussi s'envoyer de l'argent, en fait. C'est ça l'idée de base, en fait. Un petit peu comme Money, Orange Money. Voilà. Un petit- Un exemple typique, c'est un peu comme Orange Money. Même comme Orange Money utilise les SMS, ce qui rend encore la chose plus chère. Bon, mais on va pas parler des détails. Nous, c'est que c'est dans la messagerie. Ça veut dire que je peux t'envoyer déjà un texto. De la même façon que je peux t'envoyer un texto, je peux aussi t'envoyer de l'argent. Parce qu'à la fait, c'est la même information, tu vois. Au lieu de te dire bonjour, mais je t'envoie 500 francs CFA. C'est la même chose, en fait. Donc, on s'est dit, si les gens sont déjà connectés, pourquoi ne pas leur offrir des services en fait. Et un des services majeurs que nous on avait chez nous en Afrique, c'est le service de transfert d'argent, mais qu'on veut un peu adapter au contexte social des Africains où la plupart des gens n'ont pas encore de compte en banque, les gens ne sont pas encore bancarisés, mais ils savent comment envoyer de l'argent par les microfinances, ce genre de choses. Mais On va combiner cette technologie. comment est-ce que c'est possible de mettre un tel truc en place parce que là, ça fait que vous allez en fait complètement gâter tout le game quoi par rapport au MoneyGram ou au Western Union parce que je peux rester ici en Allemagne et puis je fais un transfert via une CAP à quelqu'un qui est au Cameroun quoi en payant juste 1% de frais. C'est ça aussi notre objectif, en fait. C'est de, comment on dit ça en anglais, c'est de disrupt cet espace-là, en fait, qui est contrôlé. Je vais juste prendre l'exemple du Cameroun, pour ne pas parler des autres personnes. Si on prend l'exemple du Cameroun, où le transfert d'argent à 99% est contrôlé par des compagnies externes au Cameroun. Pour nous, c'est aberrant, en fait. C'est inadmissible. Surtout qu'on a les talents, on a les cerveaux, on a tout ce qu'il faut, en fait, pour avoir un système concurrentiel. Je ne dis pas qu'il faut totalement les effacer du marché. La concurrence est bonne, mais il faut quand même qu'il y ait une compagnie locale qui offre un service, une alternative fiable, en fait. Voilà. Et si nous, on arrive sur le marché avec un produit qui est assez innovateur et assez performant, ce qui va se passer, c'est que les autres seront obligés de réagir, ils seront aussi obligés d'innover, et à la fin de la journée, c'est le client qui va profiter parce que les prix vont aller vers le bas. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a deux monopoles qui sont là et qui ne se dérangent même pas du tout à, je dis, c'est tout le temps sur Internet, comment les gens se plaignent à gauche, à droite. Hein. Et du point de vue de la réglementation, il n'y aura pas un souci. Parce que là, franchement, ce sont des mastodontes, ils sont là depuis très longtemps. Et je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient laisser... Justement, tu as raison. Donc, ce que tu vas faire, ce que nous, on va faire, on est un petit start-up, on ne va pas venir seul, ça ne va pas marcher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'associer à un géant qui est déjà sur place. Tu vois, ah, ok. Les ressources. Nous, on approche juste le logiciel, en fait. Et lui, il a déjà la licence, il a tout ce qu'il faut pour gérer le côté financier de la chose. Ça veut dire que lui-même ne va pas gérer l'argent, on ne gère pas l'argent, mais l'argent sera géré par le partenaire financier, en fait.
Ah ouais, c'est le détail que j'avais pas parce que je me disais toute la structure devait être montée juste par Dicalo jusqu'à Non, la non, non, gestion en fait. justement, non, parce que naturellement, c'est quelque chose de. Il y a tellement de choses, seulement la licence en elle-même coûte extrêmement cher pour avoir une licence pour faire ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un partenariat avec quelqu'un qui est déjà sur place, qui est déjà assez grand sur le marché. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter la solution technologique qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Et eux, ils vont apporter l'expertise du secteur financier, ils connaissent comment tout se passe au niveau des finances. Et nous, on sera plutôt le côté logiciel de la chose, en fait. C'est vraiment très intéressant. Ah, j'ai vu que Donc, tu c'est un peu ça. j'ai vu que tu proposais aussi sur ton site une version gratuite et une version payante de l'application quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Quelle est la différence Non, entre non, les offres? malheureusement, non, non. L'école est complètement gratuit. L'information qui est sur le site est un peu vieille. Désolé pour ça. Bon, c'est aussi question de ressources. On n'a pas encore actualisé le site. Mais il n'y a pas de version payante de l'école du tout. C'était une Ah version ok. qu'on avait avant, mais qui n'existait plus en fait. Tout est gratuit actuellement. Tout est gratuit en ce moment sur l'école. Et ça va Ah, toujours être gratuit. ok, d'accord, autant pour moi. Donc je recorrige l'information d'Icalo est et reste gratuit. Ouais. Euh, Et c'est à nous de corriger les formations sur la page. La version va hmm. le changer bientôt. Mhm. Donc combien de personnes as-tu dans ton équipe aujourd'hui? Bon, actuellement, nous sommes, laisse-moi compter, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ah, 5 personnes. Et en fait, tu es aussi formateur. Ah, je pose la question parce que il y a peu, tu as posté sur ton profil, genre, tu pourras apprendre aux gens à programmer. Est-ce qu'il y a une stratégie peut-être Mhm. d'embaucher peut-être le meilleur de ces gens pour Dicalo? Je prolonge même la question. Est-ce que Dicalo recrute encore, quoi? Si, donc, genre, si, pour Oui, les nous auditeurs sommes qui en sont plein intéressés, recrutement. quoi. Nous sommes en plein recrutement, c'est ça, on recrute beaucoup, beaucoup même, actuellement, massivement. Malheureusement, le problème, c'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a le talent en Afrique, au Cameroun, on va prendre le cas de Cameroun, mais ce talent est brut, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas un talent. Les gens ne sont pas formés à créer ce genre de choses, en fait. Donc, du coup, nous, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, au lieu d'attendre que les gens viennent vers nous, on va aller vers ces jeunes-là qui on pense qu'ils ont du potentiel. Donc, on va organiser des sessions de bon, ce sera pendant des écoles de programmation. Mais disons qu'on va faire des workshops, on appelle ça comme ça, sur 1, 2 mois, 3 mois. On va apprendre aux gens certaines bases de création de logiciels, en fait. Tu vois. Et Mhm. maintenant, pendant ces sessions-là, on va essayer de repérer 2 ou 3 pépites que nous, on pense que voilà, quelqu'un qui a un potentiel vraiment extrême, et on va essayer de lui proposer de venir travailler avec nous, en fait. On ne pourra pas prendre tout le monde, malheureusement, mais au moins ceux qui sont là vont aussi profiter de quelque chose et il peut aussi prendre ses connaissances et les amener. Il peut aussi travailler ailleurs. Pour nous, c'est Leur propre projet, ouais. mais voilà, ou amener ça dans leur travail où ils sont actuellement. En fait, pour nous, c'est aussi une occasion pour nous de repérer les pèlerins. En fait. Peut-être on n'a pas pu repérer pendant les interviews classiques. Ouais. Hmm, ok. Et lorsque tu communiques souvent sur les réseaux par rapport à ta plateforme, tu fais souvent beaucoup de références au début du géant chinois WeChat que tout le monde connaît et du Ouais. monopole qu'il a en Chine par rapport au mastodonte de la Silicon Valley. Tu vois de qui je parle. Mhm. Et dans les arguments que tu évoques par rapport à ça, il ressort toujours un peu le thème de communautarisme, si on peut qualifier ça ainsi, peut-être j'exagère. Et je me demandais en quoi est-ce que le communautarisme pourrait faire la différence au niveau tech au Cameroun et en Afrique en général, quoi. Oui, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'identité, en fait, n'est pas un handicap. Normalement, ça devrait être le bonus qui te met à part sur toutes les autres plateformes. Je veux dire, la technologie en elle-même, on peut toujours la copier, en fait. Tu ne vas pas faire quelque chose qu'une autre personne ne peut pas faire. C'est pratiquement impossible. Ça veut dire, même si tu apportes une solution, on n'a qu'à voir aujourd'hui entre Snapchat et Facebook comment Facebook a pris cette affaire de stories et tout. Je veux dire, c'est rarement possible de faire une solution technologique que l'on ne peut pas copier. Ce que l'on ne peut pas copier, c'est qui tu es en fait. C'est ton identité à toi. C'est le fait d'être africain. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un à la Silicon Valley ne va pas copier facilement. Et ça devrait être quelque chose qui nous met à part. Comme ça l'a fait chez les Chinois. Beaucoup de gens pensent que les Chinois utilisent leurs produits parce que leur gouvernement les oblige. Mais non, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je travaille avec beaucoup de Chinois hors de la Chine. Et ils ont une fierté incroyable à utiliser leurs propres choses. Ça n'a absolument rien à voir avec le chinois. Ça a à voir avec le fait que son identité personnelle, il comprend qu'il est chinois et il se voit comme le meilleur du monde, en fait. Et nous, malheureusement, en Afrique, on n'a pas cette vision de nous-mêmes, en fait. Nous, on a cette vision où on est toujours l'éternel consommateur, où on pense toujours que il faut que les autres fassent pour que nous, on vienne consommer. Et nous, on se dit, mais non, ça ne devrait pas être comme ça. L'identité personnelle est la chose qui
quand vous êtes déjà égaux au niveau technologique, c'est ça qui te met à part par rapport aux autres. Parce que tu vas consommer un produit non seulement parce qu'il est bon technologiquement, parce qu'on ne demande pas non plus aux gens de consommer africain juste parce que c'est africain. Actuellement, on veut être aussi bon que les autres, mais en plus d'être aussi bon que les autres, tu as ce sentiment que non, ça m'appartient. En fait, je me retrouve dans ce produit parce qu'il est fait par moi et les retombées de ce produit sont directement palpables dans ma communauté, en fait. Medici Dicalo marche aujourd'hui et une société qui est implantée en Afrique et qu'on recrute des Africains, des Camerounais, mais imagine l'impact d'un jeune qui va à l'école, qui fait son bac, qui sait que non, quand je vais grandir, je n'ai pas besoin d'arriver d'aller en Europe, je peux travailler pour Dicaro, je peux travailler pour Wikash, je peux travailler pour Bimster, ce genre de choses. On a besoin de ce genre de structure. C'est comme ça qu'un jeune Chinois aujourd'hui, un jeune Allemand ou un jeune Français, ils ont cette assurance de vie qu'ils savent que non, si je finis mes études, je vais aller chez Peugeot, je vais aller chez BMW, je vais aller. Mais ces choses-là ne sont pas tombées du ciel. Elles sont tombées comme Dicalo est en train de commencer aujourd'hui. Elles sont tombées comme Wikash est en train de commencer aujourd'hui. C'est à nous de comprendre l'importance de ces choses. Et ça ne marche que si on comprend notre identité personnelle et on comprend notre place dans le monde, en fait. Tu vois, et c'est ce message que j'essaie toujours de traduire dans mes posts et que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On ne dit pas non, allez utiliser les produits même s'ils sont merdiques, excuse-moi du terme, parce qu'ils sont africains. Non. Ce qu'on dit aux gens, c'est mettez la pression sur les créateurs de ces produits de faire des produits aussi bons que ce qui est sur le marché. Et c'est l'identité africaine qui donnera ce bonus-là, en fait. Un peu comme les Chinois ont fait. Il y a 10 ans, les Chinois étaient absolument zéro dans l'industrie de l'automobile. Quand ils ont commencé à faire les voitures, tout le monde riait de l'industrie automobile chinoise. Ils ont dit quoi aux ingénieurs? Si vous venez ici, ben, sachez qu'il doit y avoir un transfert de connaissances. Ça veut dire que les gens qui travaillent sur ces projets, c'est 50% étrangers, 50% chinois. Aujourd'hui, mais personne ne blague plus avec les Chinois dans ce domaine-là. Ça n'aurait jamais marché si ils s'attendaient toujours à ce que tout vienne d'ailleurs, en fait. Donc, c'est un peu cette vision que nous, on veut donner quand je discute avec les gens, de comprendre que oui, ici, bien sûr, les solutions technologiques, on doit être aussi bon que les autres. Hein. On ne veut pas se dédouaner des autres. Mais ce qui va nous mettre à part, c'est le fait que nous, on soit africains et pas les autres. Ça ne devrait pas être un handicap, ça devrait être notre avantage. Pourquoi? Parce que le jeune Africain qui va se Dicalo ou l'Africain qui va se Dicalo, non seulement va trouver une solution technologique fiable, mais il aura cette satisfaction propre que non, ce produit a été fait par nous, je m'identifie par ce produit. Voilà. Donc, c'est un peu ça, cette question d'identité. Il y a quelque chose de courant chez les personnes créatives comme toi. Sur la page Dicalo, la description et la partie à propos sont en anglais et les posts sont un mix entre le français et l'anglais et l'interface de l'application est en anglais. Je l'ai aussi constaté chez ton ami, le créateur de la plateforme Afro Smart Shop. Chez lui, la description est en français, la partie à propos en anglais, les posts en français. Je sais même qu'il est sur le point de vouloir tout changer ça en allemand. Trouves-tu que ça fait sens? Pourquoi je pose la question là, pourquoi? Parce que quand tu prends les plateformes comme Facebook ou d'autres géants de San Francisco, ils proposent tous une option de langue où tu peux choisir d'utiliser la plateforme uniquement dans la langue qui te convient, quoi. Et même sur les réseaux sociaux, ils n'auront pas une page unique avec plusieurs langues, mais plutôt plusieurs pages ayant une langue unique, histoire de ne pas troubler l'expérience du client, quoi. Est-ce que c'est une peur peut-être de ne pas toucher un segment de clients potentiels, je sais pas. Oui, bon, sur l'application elle-même, ça veut dire l'application, on a 3 langues en fait. Donc l'interface est soit en français, soit en anglais, soit en allemand. Bon, maintenant, sur Facebook, sur la page Facebook, c'est un peu difficile d'offrir ça, par exemple, parce que le public est diversifié. Il y a les gens, il y a les francophones, il y a les anglophones. Donc souvent, c'est difficile tu communiques en anglais et les francophones ne comprennent absolument rien de ce que tu es en train de dire et vice-versa, en fait. Donc, tu essaies de mixer, soit en faisant un post où tu as les 2 langues, mais souvent, c'est aussi redondant. Bref, trouver la bonne balance là-bas est vraiment difficile. Ben, moi je fais cette remarque plus. On va devoir se décider pour une langue et rouler avec elle, et puis voilà, tant pis. Je pense même pas que c'est au-delà de se décider sur une seule langue. Moi, je pense à plus par rapport à mon côté de marketing, en fait. Quand nous, on s'adresse, il y a des produits que, par exemple, quand nous, on vend, on s'adresse à plusieurs publics, on s'adresse à des publics qui peuvent acheter des produits qui parlent uniquement peut-être l'allemand ou bien qui parlent uniquement le français ou l'anglais, quoi. Mais on va pas communiquer sur la plateforme là où on vend en ces 3 langues. Là, on va s'arranger à segmenter, en fait, à avoir une plateforme où, à une côté de la plateforme, on parle uniquement en une seule langue et cibler exactement les gens qui parlent cette langue-là
et switcher de l'autre côté, faire pareil, quoi. Parce qu'il y a toujours cette peur, en fait, que non, si je ne fais pas comme ça, je ne vais pas parler à tout le monde. Or qu'en fait, en faisant ça, tu troubles, en fait, tout le monde, en fait. C'est mieux de parler à... C'est vrai. Surtout avec notre page Facebook, on va dire on se cherche encore un peu. Mais je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on s'est dit, bon, on va juste le faire en anglais et puis c'est bon. Je pense que une langue sur la page Facebook de Ouais suffit et on est en train de dire que ça va être l'anglais. Ce que tu ne veux pas non plus, c'est avoir plusieurs pages, une en français, une en anglais, parce que le problème avec ça, c'est que c'est des ressources aussi. En tant que petite start-up, tu n'as pas les ressources d'avoir deux personnes où une personne va gérer la page en français, l'autre va gérer la page en anglais et tout ça, tout ça. Donc, il y a aussi ça si c'était que tu es une grande start-up, tu peux faire asseoir trois personnes là-bas, chacun gère une page dans une langue différente. C'est clair. Nous n'avons pas. On doit faire un choix. Vous faites avec les moyens du bord, quoi. C'est un petit peu comme le concept de l'émission, vous vous débrouillez, quoi. Exactement. Et donc, du coup, on s'est dit, la probabilité d'atteindre le maximum de personnes serait l'anglais. Donc, du coup, la plupart de nos posts maintenant seront faits en anglais. Ok, il peut y avoir que de temps en temps, un post en français glisse là, mais bon, la plupart des posts seront faits en anglais. Ah, top. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait lancer une application comme toi, par exemple? Oh, le tout, c'est d'y croire. Hein. C'est d'y croire. C'est l'Afrique. Il faut regarder l'Afrique en général, pas seulement le Cameroun. C'est un immense chantier. Il y a rien chez nous. Il y a absolument rien chez nous. Et si on ne le fait pas, qui va le faire? Le problème qui se passe actuellement, c'est que les autres même voient plus de potentiel chez nous que nous-mêmes. Les autres sont petit à petit en train de venir chez nous. Ils sont en train de s'implanter. Et ce qui va se passer, c'est que il sera une nouvelle forme d'esclavage, en fait, excuse-moi du terme comme ça, mais c'est l'impression que j'ai parce qu'en France, ils sont employés dans notre propre continent. Ouais, on a déjà des exemples avec les Chinois qui viennent s'installer, qui font plein de... Ils sont en train de venir en France parce qu'ils comprennent que l'Afrique, c'est le futur. De toute façon, l'Afrique a toujours été le berceau de tout. Et il faut que les gens comprennent, malheureusement, et malheureusement, c'est quel malheur pour nous, c'est que les gens pour qui même tu veux faire ces choses-là, c'est les premiers à ne absolument pas comprendre pourquoi c'est nécessaire que tu le fasses. Malheureusement, c'est quelque chose à laquelle il faut être prêt à affronter cette adversité-là. Mais il faut commencer. Le plus on est, le plus nombreux on est, plus on a une chance d'avoir une Afrique comme les autres. Moi, je prends les exemples, BMW n'a pas commencé comme c'est aujourd'hui. Ils ont commencé dans un garage. Zoom, si même qu'on utilise, toi et moi, je connais l'histoire de cette start-up. Ils ont commencé, c'était pas comme ça. Cette application, à l'époque, je ne sais même pas s'ils faisaient des vidéos, je pense que c'était juste des audios. Après, Ouais, il faut commencer quelque part. Mais si nous, on commence pas, ce qui va se passer, c'est que d'ici 5-10 ans, les autres vont commencer pour nous. Malheureusement, l'Afrique, on n'est pas encore au niveau où j'ai une idée, tu vas voir quelqu'un qui te donne 100 millions que va faire. C'est clair, c'est pas comme ça, c'est pas encore chez nous, mais il faut qu'on commence. On doit malheureusement être les pionniers qui vont se sacrifier, mais pour que ceux qui viennent derrière aient déjà une base où ils peuvent faire mieux, en fait. C'est comme ça que l'Europe a commencé, c'est comme ça que la Chine a commencé. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Chine, il y a 15 ans, tout le monde se moquait d'eux, surtout au niveau de l'industrie automobile, que les Chinois, ils vont aller nulle part aujourd'hui. C'est des concurrents sérieux. Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'ils doivent commencer. Donc moi, je dirais à une personne qui veut arriver, il faut juste commencer, aller petit à petit, être patient, ne pas se laisser décourager parce qu'il y aura plein de personnes qui vont vous décourager, ça c'est clair, mais il faut avoir sa vision, savoir ce qu'on veut faire en fait. Mais l'Afrique, on en a tellement besoin chez moi en Afrique. Top. Peux-tu nous parler un petit peu, là, on va un peu sur des sujets un petit peu plus légers. Peux-tu nous parler de ta carrière de basketteur pro à Munich? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu as joué quand même à un niveau plutôt, ouais. Aurais-tu pu faire carrière là-bas et puis complètement abandonner l'informatique? Bon, je n'ai pas vraiment abandonné le basket. Je suis juste arrivé à un niveau où, bon, c'était vraiment pour moi, c'est devenu la routine en fait. Donc, il n'y avait plus rien d'excitant en fait. D'ailleurs, j'avais l'impression que j'avais joué au niveau où j'avais atteint mon maximum en fait. Donc, pour moi, et quand ça ne m'excitait plus dans le sens que il n'y avait plus rien de nouveau pour moi en fait, j'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que, là, voilà. Et c'était même avant que je commence à travailler dans le domaine informatique. Parce que même après mes études, je n'ai même pas directement travaillé dans mon domaine. J'ai d'abord joué au basket pendant longtemps. Ouais, pendant longtemps, ouais. Oui, pendant longtemps. J'ai même d'abord commencé au Cameroun. Le basket, j'ai commencé depuis le Cameroun. Je suis parti du Cameroun, je suis arrivé ici. J'ai continué. C'était très intéressant. C'était une période de ma vie où je me suis rendu compte que bon, ça ne m'apporte plus cette excitation que je cherchais dans le sport. J'avais déjà tout fait à mon niveau. Je ne me voyais plus aller plus loin. Peut-être la prochaine destination a été les États-Unis.
Mais à mon âge où j'étais là, c'était une utopie, quoi. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Peut-être aller dans un autre pays européen, peut-être à l'époque, il y avait la Turquie, il y avait tout ça. Mais c'était encore recommencer à nouveau. Et après 10 ans en Allemagne, je n'avais plus la force d'aller encore dans d'autres pays pour recommencer à zéro. Donc, j'ai dit, bon, voilà, j'arrête. Ouais. Mais sinon, je sais pas que tu pratiques quand même juste pour le Oui, pour sport, la quoi. santé, maintenant, avec les amis, mais au niveau, non. Même quand j'ai arrêté de jouer au Bayern, j'ai d'abord joué dans les ligues un peu inférieures. Je suis allé la deuxième division, troisième division, quatrième division, cinquième division même. Mais c'est le temps aussi, tout ça, c'est le temps, c'est la préparation, parce que le sport, c'est pas juste le jeu du match, il faut se préparer, il faut les entraînements, il faut tout ça, tout ça, tout ça. Je me suis rendu compte que ça me prend trop d'énergie, en fait. Donc, mais je joue toujours avec des amis, là, juste pour le plaisir. Ah, C'est un sport que j'aime toujours et ça ne va pas partir. Donc, ma passion est toujours là. Je regarde malheureusement de moins en moins le basket à la télé parce que ce n'est plus intéressant comme avant. Mais sinon la passion est toujours là. Ah, top. Tu es très actif sur les réseaux en général et sur Facebook en particulier. Est-ce que tu utilises les ads pour faire connaître ta plateforme à un plus grand nombre de Non, moi, je personnes? n'ai jamais été fan de ces choses-là. Malheureusement, bon, des gens dans l'équipe sont fans de ça. Donc, du coup, de temps en temps, on voit déjà des ads de Dicalo apparaître. Moi, j'ai toujours été catégorie,quement compte que je ne vais pas rendre Soccerbank plus riche que ce qu'il est déjà. Ça, c'était ma vision personnelle. Mais bon, les gens dans l'équipe m'ont fait comprendre qu'écoute, hein, Ah là, il est milliardaire. Tu penses combien d'euros, les quelques milliers d'euros là, ça va rien influencer, c'est un milliardaire. oui, mais bon, regarde, il est justement milliardaire parce qu'on passe tout le monde passe le temps à penser ça, en fait, que les quelques euros que je lui donne lui font rien. On est des Non, en même temps, c'est pas un don, c'est un retour en fait. C'est ça le plus non, mais important. voilà, c'est ça, exactement. Tu arrives sur le point, exactement. On m'a fait comprendre que maintenant, tu es en train de voir la chose totalement à côté. Et le truc, c'est que c'est ici qu'il y a les gens. Et si on a la possibilité d'atteindre le maximum de personnes, malheureusement, c'est un Bien mal sûr. nécessaire. On est obligé de faire de la pub. Là, j'ai dit, OK, vous avez raison. Avec les bonnes stratégies, l'avantage que tu as, ça c'est vraiment, je dis ça pour toi et pas juste pour toi, pour les autres. J'en parlais aussi avec Laura la dernière fois. Chez les ads, en fonction des zones où tu te trouves, tu payes le prospect beaucoup plus moins cher dans les zones comme l'Afrique par rapport ici en Europe, en fait, tu vois. Ouais, Si tu fais ouais, peut-être une campagne juste de j'aime pour promouvoir ta page et tout, ça va te coûter ouais. beaucoup plus moins cher si tu faisais cette même promotion ici en Europe. Or, actuellement, ton client cible se trouve en Afrique, quoi. Que ce Ouais. soit la partie anglophone ou la partie francophone. Tu avais dit, Mhm. plus tu commences. Et là, avant aussi, c'est pas que avant, c'était aussi très moins cher ici en Europe. Mais plus les gens utilisent, plus les gens en haut de Facebook voient que oh, ça veut dire qu'il y a de l'engouement. Là, il faut qu'on augmente un petit peu les prix, quoi. Donc, c'est le Ouais. bon moment, en fait, maintenant, de profiter de ça Absolument, ouais, absolument. Ce que tu as entendu dire là, justement, c'est un de mes collaborateurs m'a fait comprendre ça. ouais. Donc, Et c'est tous utilisent ça parce qu'il y a moyen d'espionner pour savoir qui fait. C'est pas toi qui vas apprendre l'espionnage pour savoir ce que les gens font. Que ce soit, par exemple, Pougala, que ce soit, comment il s'appelle le mec, comment il s'appelle, Zach Moukes. Quand tu regardes, tu peux aller espionner pour voir. Là. Tu vois tous les ads qui sont en cours. Tous, ils utilisent la pub pour promouvoir leur non, page. Ouais. absolument, absolument. Tu as absolument raison. C'est pas juste de contenu, c'est pas juste qu'ils postent. Ce sont des contenus intéressants qui postent en fait. Mais ils mettent encore un push pour pouvoir atteindre le maximum de personnes, quoi. Absolument, absolument. Tu Hmm. as raison. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on est en train de mettre en place. J'étais au début contre, mais j'ai réussi à comprendre que non, ma position était extrêmement, c'est pas une position vraie, c'est pas logique, en fait. De toute façon, les Mhm. gens sont sur Facebook, les gens que je veux attirer sont sur Facebook. Donc, il faut maximiser notre potentiel de les atteindre, en fait. Donc, ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, mais c'est de Effectivement, l'investissement, en quoi. fait. C'est le résultat Donc, qui voilà. importe, quoi. C'est le Ouais, résultat qui est voilà, important, quoi. exactement. Donc, du coup, même de ce côté-là, on va Mhm. accentuer un peu plus. Et je vais ajouter une dernière chose par rapport à ça, puisque j'ai checké un peu, j'ai aussi espionné, comme tu as l'habitude de le faire, j'ai aussi espionné un petit peu ton site et tout, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de pixel qui était installé dessus. Tu vois ce que c'est, non? Non, non, non. En fait, le Facebook, je parlais de ça aussi avec Gaël l'autre fois parce que c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Un peu comme sur Google, quand Google Analytics, tu sais comment ça se passe avec le pixel du Google Analytics. Ouais, 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 ouais. Facebook propose aussi la même chose en fait pour lorsque tu as un site et avec une page associée à ce site-là, tu as une ligne de code que tu peux installer entre les deux heads sur ton site qui permet en fait de Ouais, je sais, je sais. traquer. Actuellement, on n'a aucun de ces trucs-là sur notre page internet. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et l'avantage en fait, c'est que c'est comme un enfant en fait qui grandit quoi. C'est ce que je voulais expliquer, tu vois. Plus tu auras le maximum d'informations sur le comportement des gens sur ton site,
plus tu pourras cibler de façon plus précise. Par contre, le truc avec le site, pourquoi nous on l'a pas fait, c'est un peu délibéré aussi. Ce n'est pas forcément parce que la raison pour laquelle on a ni Google Analytics ni Facebook Analytics sur notre site, c'est parce qu'on veut faire ça nous-mêmes. Le problème avec ces deux plateformes, c'est que malheureusement, elles espionnent bien plus que l'information qu'elles ne te donnent. Ils espionnent extrêmement beaucoup sur la plateforme. Non, c'est clair, c'est clair. Moi, je ne suis pas naïf par rapport à ça. Ils creusent tout, en fait. Nous, on s'est dit, on ne veut pas leur donner accès à ces informations sur Dicalo, sur la plateforme Dicalo elle-même. On ne veut pas mettre leur code du coup. Bon, ce que nous, on va faire, c'est qu'on est en train de faire une solution in-house, en fait. C'est-à-dire pouvoir traquer les gens qui sont sur la plateforme, adapter à nos propres besoins aussi. Ouais. Et ça, il y a même une méthode alternative aussi avec les lead pages, avec lead page c'est la société, avec des comment on appelle ça, un petit peu comme des pages intermédiaires, quoi, ce que les gens utilisent souvent dans le marketing pour les tunnels de vente et tout, quoi. Tu mets une page intermédiaire entre ton site et la plateforme et le pixel, en fait, tu l'installes plutôt sur cette page intermédiaire là, quoi, pour traquer tout ce qui se passe avant les gens. Voilà. Mais ce que nous on vise en plus, c'est qu'il y a des solutions open source qui existent aussi, un peu comme Google Analytics, mais qui sont open source, ça veut dire que tu peux prendre le code. Donc, il y a une solution qui s'appelle Clicky. C'est elle qu'on est en train d'explorer actuellement et comment on peut l'adapter, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose que tu installes toi-même sur tes propres serveurs. Donc, du coup, tu es un peu en contrôle. Tu vois exactement qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui n'est pas là, en fait. Tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer actuellement. Mais bon, ça va venir. C'est tellement beaucoup d'idées, tellement de choses à faire. Ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire, que c'est aussi une question de moyens, en fait. Tu vois. On peut pas la charrue avant les deux. Mais ça, absolument, comprendre son audience, comprendre ce que les gens font sur le site, comprendre d'où ils viennent, d'où ils partent, c'est vraiment capital pour la compagnie. Donc, c'est des choses qu'on va mettre en place, en fait. Là, c'est top. La seule chose, c'est que quand tu mets Google Analytics sur ton site ou bien tu mets Facebook Analytics, c'est qu'ils prennent bien plus d'informations que ce que toi, tu voulais, en fait. Non, même nous, les marketeurs, on le sait, en fait. On le sait. C'est juste que nous, on est en mode... Bon, peut-être, dans ton cas, c'est un petit peu délicat par rapport à ta proposition de valeur, en fait. Il y a une grosse valeur au niveau de la protection des données personnelles, tu vois. Mais pour quelqu'un qui a juste peut-être un site e-commerce qui vend des trucs et tout, il s'en fout que Facebook espionne ce qu'il y a sur son site. Il veut juste vendre, il s'en fout. Mais pour nous, notre priorité première, c'est la protection des données de nos utilisateurs. Ce serait contradictoire d'avoir quelque chose comme Google Analytics ou Facebook sur notre page, malheureusement. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que soit on va chercher des solutions déjà faites qui sont open source, soit on va essayer de développer quelque chose nous-mêmes. Et on est en train de tendre vers la deuxième solution, en fait, de développer ça. Top. On arrive vers la fin déjà. Là, on va passer sur la section lifestyle, parce que le podcast, c'est aussi ce côté un peu comme les magazines féminins, là, une section lifestyle, tu vois, du genre, la question c'est genre, est-ce qu'il y a une application, par exemple, que tu utilises tous les jours pour être plus productif, quoi? Productif, ouais. Enfin, il y a plein d'applications que j'utilise naturellement tous les jours. Quand tu fais une messagerie, tu dois voir ce que les autres font. Donc, j'ai au moins une vingtaine. Je voulais revenir sur ça parce qu'il y a peu, tu as fait un post sur ton profil et où tu étais exaspéré en fait par les sujets qui intéressaient la communauté camerounaise sur la toile. J'avais même fait un commentaire, quoi. J'avais écrit un truc du genre, ton intervention est pertinente, mais l'outil est plus intéressant que la remarque. Par exemple, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, de l'outil que tu as développé là pour pouvoir espionner les sujets chauds sur la toile? Oui, en fait, c'est juste un outil que j'ai dû à développer qui me permet un peu d'avoir des statistiques dans les groupes où je suis, en fait. C'est quelque chose qui marche que dans les groupes où je suis ou bien des pages Facebook que je visite moi. Donc, c'est pas quelque chose que je peux utiliser pour quelqu'un d'autre. Franchement, c'est très intéressant. C'est un truc qui pourrait... Justement, c'est extrêmement intéressant parce que ça te donne une vision, en fait, de ce qui intéresse les gens, en fait, sur Facebook. Ouais. C'est quelque chose que je passe. Tu peux même poster, tu peux élaborer des posts par rapport au sujet chaud, en fait, par rapport à ce que les gens sont en train de parler. Ouais. Exactement. Mais pour faire plus de clics. Juste aussi pour voir un peu la mentalité, quoi. Voilà. Nous faut où est-ce qu'on doit aller ou quel genre de sujet on doit aborder pour avoir un peu plus d'audience, en fait. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un truc que je passe beaucoup de mon temps à faire, extrêmement beaucoup. Je passe aussi beaucoup de mon temps sur les sites de startups
Tu vois, c'est-à-dire, il y a deux titres que j'aime vraiment beaucoup. Un s'appelle Beta List. Je te vois souvent sur Medium, je vois tes posts aussi sur tes interventions sur Medium aussi. Voilà. Et l'autre, c'est Product Hunt. C'est les sites, par exemple, où les gens viennent présenter leurs produits et les autres donnent leur avis par rapport à ces produits-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, j'aime juste voir sur quoi les autres travaillent en fait actuellement. Ouais, c'est clair. Et là-bas, tu vas aussi voir que c'est extrêmement intéressant pour des gens qui ont déjà tout. Et quand je dis tout, j'avais dit, ils ont déjà créé tellement de choses, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Asie. Il y a tellement d'idées qui sortent chaque jour. Ils sont presque en train de faire la même version la même chose, mais en blanc et en bleu, en fait, tu vois. Et nous, en Afrique, où il n'y a pratiquement rien, nous sommes les premiers à toujours nous demander, mais pourquoi est-ce que je dois le faire? Ça existe déjà. Et ça, c'est une dynamique qui est un peu intéressante à voir. Tu vois un peu une différence de mentalité entre les autres qui ont déjà fait et ceux qui n'ont encore rien fait du tout. Celui qui n'a encore rien fait a toujours cette tendance à ne vouloir rien faire, en fait. Parce que lui se dit, mais ça existe déjà, pourquoi est-ce que je dois le faire? Alors que celui qui a déjà créé est celui qui est tout le temps en train de vouloir créer. Alors, ce qui est aussi assez intéressant dans les mentalités, où ça me permet de voir, en fait, comment nous sommes tellement loin, en fait, de ce qu'il faut faire. Parce que les premières personnes qui vont te poser les questions, si tu dis, je vais faire une messagerie, ce sont les Africains qui vont te dire, mais attends, j'ai déjà WhatsApp, j'ai déjà C, pourquoi est-ce que je dois encore avoir X? Alors qu'ils ne comprennent pas que X, Y dont tu parles là, ben, ce n'est pas toi qui le fais, c'est fait par d'autres personnes. Pourquoi tu ne penses pas avoir quelque chose à toi? Tu vois? Et les autres qui ont déjà fait, ils sont tout le temps en train de chercher d'autres versions de ce qu'ils ont déjà fait, comment améliorer. En fait. Ouais, comment faire quelque chose de meilleur, quoi. Mais voilà. Or, nous qui n'avons pas, on a plus tendance à chercher des excuses pourquoi il ne faut pas commencer du tout. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça un peu ma routine, ma routine chaque jour sur Internet. C'est juste chercher des endroits, m'inspirer, voir ce que les autres font, apprendre. Je passe mon temps sur WeChat, je passe mon temps sur WhatsApp, je passe mon temps un peu partout, juste, tu sais, tricher un peu à gauche, à droite, et puis ajouter une petite sauce africaine dessus pour mettre dans le dical. C'est un peu ça. Ok. Donc, on arrive à la fin déjà. Si tu pouvais revenir... Quand on a du bon temps, le temps passe vite. Hein? Non, tu sais, comme on se parlait en off, tu vois, moi, j'ai pris le temps de checker un petit peu ce que tu fais, tu vois. Ouais. J'ai pris le temps de checker un peu ce que tu fais. Et j'ai l'impression que le volume a sauté là. Allô, tu m'écoutes toujours? Ouais, je t'entends très bien. J'ai l'impression que le volume a sauté un petit peu. Donc, je disais que moi, j'ai pris le temps de checker un petit peu ce que tu fais et tout. Et moi, je regarde un peu, en fait, par rapport à tes posts, par rapport à tous les trucs qualitatifs que tu postes, en fait. Et les commentaires qui suivent, en fait, il y a une distorsion. En fait, il y a une divergence. Je comprends pas, en fait, le fait que, mais, commenter par rapport à ce qu'il a posté. Et puis, il y a une distorsion, en fait, entre ce que tu postes et ce que les gens commentent en bas, en fait. C'est toujours comme ça. C'est quelque chose que j'ai appris à accepter avec le temps. Tu sais, le truc, c'est que tu n'as pas besoin de toucher la masse, tu vois. Moi, je parle toujours du 10%, du principe de 10%, en fait, tu vois. Je me dis, sur un post que je fais sur 100 personnes qui vont lire, je vais sûrement peut-être toucher une seule personne. Et ça, c'est ça qui est important pour moi, tu vois. C'est pas le nombre de personnes. Mais dans mon espoir, c'est qu'il y aura une personne là-dedans qui va lire, et qui va comprendre ce message. Et peut-être lui aussi, ça va le pousser à faire quelque chose dans son domaine précis. C'est ça mon but, en fait. Parce que les gens qui ont changé les choses, c'est pas la masse. Tu vois, c'est une ou deux ou trois ou quatre personnes. Mais souvent, ces personnes ont des doutes parce qu'elles se disent qu'elles sont seules, en fait. Tu vois, et moi, mes posts, c'est juste pour leur montrer que non, tu n'es pas seul. Il y a comme toi d'autres personnes qui pensent pareil, qui pensent qu'on peut changer les choses chez nous en Afrique. Tout le monde ne va pas le faire. 99% seront de toute façon contre parce que les gens aiment le statu quo. Ils n'aiment pas le changement. Ils ne veulent pas décider, ils ne veulent pas prendre position. Voilà. Donc, mes posts, c'est que je sais que quelque part, c'est quelqu'un quelque part qui partage les mêmes idées que moi, qui comprennent que non, il n'est pas seul. Il y a d'autres personnes comme lui qui essaient de faire les choses. Il y a les gars, donc, comme tu l'as dit, il y a oui, etc. Et malheureusement, on en a très, très peu. Quand je vois les autres, qu'ils ont déjà tout, mais je vois le nombre de produits qui sortent chaque jour. Et je vois l'Afrique, je vois notre continent, je vois où on n'a rien du tout. Et on est les premiers à toujours vouloir discuter quand quelqu'un essaie de faire quelque chose. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est totalement contradictoire. Tu vois? Ouais, c'est l'une des raisons. Ouais, vas-y. Mais il faut que des gens osent, et il faut que ceux qui osent essayent de tirer ceux qui veulent aussi oser, en fait. Même si, à la fin, ce sera peut-être une personne sur 1000, mais il faut atteindre cette personne-là.
Ouais, c'est pour ça que quelque part, moi aussi, j'ai opté plus. Moi, la personnalité que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport au podcast, en fait. Parce que là, tu as des formats longs, des personnes qui ont fait de grandes choses, en fait. Et puis là, ils entrent dans le détail, ils t'expliquent. Et tu te rends compte, en fait, que mais, on est pas. Et les livres aussi, on va y revenir. Mais, et tu te rends compte que mais en fait, on est conditionné, en fait, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas, en fait, depuis, tu vois. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on nous a appris à être dépendants pour mieux nous exploiter en fait. Et, et, et ça fait en sorte qu'on a pas ce réflexe de vouloir faire les choses nous-mêmes. On aime se faire guider en fait. Moi, j'ai toujours dit que si Facebook était en Afrique, on serait pas déçus. On serait encore sur Hi-Fi, vous ne savez pas moi ailleurs, parce que on a la culture de faire les produits nous-mêmes en fait. Ouais. C'est vrai quand même, c'est vrai quand même. C'est que tu dois comprendre, si tu prends l'histoire de tous les produits que tu connais aujourd'hui qui ont une masse terrible, que ce soit Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tu vas voir que ces produits sont arrivés vers les Africains quand ces produits étaient en phase de croissance. Ce n'était Ouais, jamais ouais, on a tu toujours à la vois. fin, ça c'est clair. Voilà, on arrive ces produits quand ils sont déjà établis. L'Africain, on n'a pas l'expérience de créer nous-mêmes des choses parce qu'on n'a pas la patience nécessaire pour comprendre que non, ce n'est pas bien maintenant, mais ça va être bien dans 2 ans. Il faut être patient, en fait. Nous, on veut tout de suite. On veut que ça marche là tout de suite. Donc, du coup, on va prendre ce qui existe déjà. Au lieu de Mm. chercher à dire que non, je vais traverser une période où ce ne sera pas bien, mais dans 2 ans, ça va être bien parce que je l'ai fait moi-même. Tu vois, il y a ce bonus de l'avoir fait soi-même que nous, on n'a pas la patience, en fait. Donc, du coup, c'est une culture, en fait, qu'il faut inculquer à beaucoup de personnes. Et c'est ce que moi, j'essaie de faire à travers mes posts en espérant qu'il y a une, deux personnes que ça va inspirer et que lui aussi va continuer. Ouais, c'est top, c'est top. Et si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, j'allais dire commence plus tôt, hein. Il fallait commencer un peu plus tôt. Souvent, j'ai l'impression que je suis arrivé un peu trop tard dans la chose, mais bon, voilà, on va pas se décourager. J'aurais dit commence plus tôt parce que j'ai aussi plus tôt la possibilité de jouer, en fait. Ouais, de C'est souvent fait. extrêmement frustrant de discuter à longueur de journée avec des gens qui ne comprennent pas où on va actuellement en tant que Noirs, en tant qu'Africains sur cette planète-ci. C'est vraiment dommage. On pense, nous, on a une façon de penser comme des gens qui ont déjà tout créé, en fait, qui ont déjà tout. Alors qu'en fait, on devrait penser comme des gens qui n'ont rien et qui doivent faire des choses. Mhm, On a des mhm. discours un peu mal placés. Quand tu parles avec un, lui, il pense en termes de qualité, en termes de plus-value. Il ne comprend pas que si tu as un discours pareil, tu seras toujours consommateur. Pourquoi? Parce que la qualité et la plus-value, il y en a déjà qui l'ont fait, en fait. Et ils ont les moyens, tu vois. Ça veut dire, si tu veux faire un produit aujourd'hui et ta vision première, c'est la qualité et la plus-value, tu ne vas jamais consommer quelque chose de Il va jamais sortir. totalement. Mais voilà, ils n'ont pas les moyens, tu vois. Donc, du coup, et c'est ce que j'essaie de dire, c'est ce que les Chinois, les Japonais, les Indiens, ils ont compris. Ils ont compris qu'on va traverser une phase où ça ne va pas être bien, mais c'est cette phase qui est nécessaire pour que dans 5 ans, on soit autonome. En 5 ans, c'est nous qui dictons notre façon de conduire, tu vois. Ouais, Et ça, complètement d'accord. beaucoup d'Africains ne sont pas encore prêts à faire ce palier, n'ont pas encore compris ça. Donc, moi, je me suis dit, si d'ici il y a 20 ans, j'aurais dit, commence plus tôt, parce que là, tu aurais plus tôt la possibilité de faire les combats que tu fais actuellement, tu vois. Top, Parce top. que maintenant, c'est d'ici 5 ans que ça va porter ses fruits, en fait. Mhm. Tu vois. Ouais, je vois très bien. Donc, si j'avais commencé plus tôt à 20 ans, c'est que c'est maintenant que c'est en train de porter ses fruits. Mm, mm. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ah oui, moi j'aime bien The Hard Things About Hard Things comment il s'appelle même? Quoi, c'est André Horowitz. Mais ça s'appelle The Hard Things About Hard Things. Ah, bien sûr, on va mettre le lien en commentaire en description pour ceux qui seraient sûrement intéressés. Ouais, c'est The Hard Things. En fait, c'est juste un livre qui t'apprend à faire les choses qu'il faut faire, pas les choses que tu aimes faire. Tu vois. Mhm. Ouais. Ça t'apprend à prendre des décisions difficiles. Ça t'apprend à comprendre la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est agréable, en fait. Tu vois. Mhm. Et c'est ça qui me permet de faire du calot, parce que je comprends que du calot, c'est pas quelque chose d'agréable. C'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Ouais, Quelque chose qui ouais. est nécessaire à faire. Tu vois. Le seul fait Mhm. que toi et moi, on utilise une compagnie américaine pour avoir cette conversation ne devrait pas être. Tu vois. Mm, mm. On a les capacités intellectuelles de faire les choses nous-mêmes. Ça ne devrait pas être, par exemple. Mais tu comprends aussi qu'on ne se lève pas et on vole. Il y a un processus qui doit être là. Tu vois. Mais Ouais, à ouais. long terme, c'est que à côté de Zoom,
On a aussi quelque chose à nous. Et maintenant, tu peux aller chez Zoom, tu peux aller ailleurs, mais il y a une Ouais. alternative qui est là. Tu vois? Mm. Nous, on n'a même pas cette alternative. On est juste Complètement dépendant. ça ne devrait pas. Mais voilà, ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être. Que tu prends un pays, il y a eu les élections qui sont passées chez nous. S'il n'y avait pas Facebook, personne n'allait savoir ce qui s'est passé. Dans ton propre pays, il faut que tu utilises une compagnie américaine pour savoir ce qui se passe chez toi. Que ça, ouais, Prends l'inverse. Prends l'inverse. Prends un jeune Américain. Ce serait un scandale pour lui. Ce serait un scandale pour lui que pour savoir ce qui se passe dans son pays, il faut qu'il aille chez un produit chinois. Mais il va te dire que c'est impossible. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont au moins copier ça avant de voir s'ils peuvent ajouter une plus-value. Ils vont d'abord copier. Mais nous, on n'a pas cette fierté personnelle. Et labelliser même en leur nom, quoi. Moi, c'est ce que moi, je dis souvent. Hein. N'ayez pas peur, même s'il faut copier dès le départ, quoi. Mais bien sûr, c'est comme ça que les autres ont fait. Tu copies et tu te différencies après. Mais d'abord, tu as cette fierté personnelle que, voilà, c'est à moi. Et tu vois, nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas encore ça, disons ça comme ça. C'est quelque chose qu'il faut essayer de faire naître chez nous, en fait. Top. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe? The Hard Things About Hard Things, c'est un livre qui t'apprend un peu ce genre de choses. Ok, top. On va mettre le lien en commentaire, en description, bien sûr. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ça peut être aussi même un truc africain et tout, je sais pas trop. Mais un truc qui te vient constamment à l'esprit. Il y en a pas mal, mais bon, là, maintenant que tu demandes, c'est comme si j'avais un blackout, mais quoi, c'est pas vraiment des proverbes. Moi, je ne garde pas vraiment les proverbes, mais je garde plus ce que ça signifie en fait pour moi. Ah ouais, mais tu peux donner plus un truc genre comme une leçon ou une morale Oui, si... en fait, moi, ce que je t'ai un peu dit tout à l'heure, là, quand tu m'as posé la question de moi, il y a quelques années. Il y a 20 ans, ouais. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que si tu as une idée, si tu as un truc dans ta tête, la meilleure façon de savoir si ça va marcher ou pas, c'est de commencer, en fait. La plupart des gens ne font pas les choses parce qu'ils ont peur d'échouer, en fait. Tu vois, ils ont peur. J'ai jamais fait ça, j'ai un post sur Facebook. Ouais, j'ai vu le post là, ouais. Les gens ont peur de l'échec et en fonction de ça, ils ont peur d'essayer des choses, en fait. Ils vont toujours se trouver des raisons. Mais voilà, de ne pas faire. Mais si tu vas voir au fond, l'échec, normalement, fait partie de la réussite. Ça veut dire, la probabilité pour que tu échoues est tellement grande que tu vas échouer de toute façon, puisque de toute façon, on est tous appelés à mourir un jour. C'est clair. Donc, il n'y a absolument aucune raison de ne rien essayer du tout. Là, le plus grand échec, c'est de ne pas faire les choses. Si tu as une idée, tu as quelque chose, fais-le le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ça ne marche pas, tu sauras que ça ne va pas marcher. Si ça marche, ben, tant mieux, mais au moins tu sauras. Le pire pour quelqu'un comme moi, c'est toutes ces idées que tu as en tête. Il se dit, si j'avais. Tu vois. Moi, je n'aime pas les gens qui vivent dans le si j'avais, mais qui vont, ils font. Et maintenant, ils disent, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Passer à l'action. Ouais. Passer à l'action. Surtout, alors là, c'est le mot même, hein, passer à l'action, surtout pour un continent où tout est à faire. Je vais dire, si c'était l'inverse, si on était en Europe où il y a tout, bon, tu allais dire qu'il il y a presque tout qui existe, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, mais on est dans un pays où, pas un pays, un continent où, mais la moindre petite chose, c'est un calvaire. Même aller de A à B, c'est un parcours de combattant. Donc, on ne peut pas rester et ne pas faire des choses. C'est impossible. Tu vois, moi, j'avais mon ancien professeur d'informatique qui me disait toujours, pour moi, en tant qu'ingénieur, en tant que quelqu'un qui bâtit des choses, l'Afrique serait un paradis pour moi. Parce qu'ici, à Europe, je m'ennuie, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement profond pour moi. Parce qu'il m'a dit, ici, ces connaissances-là, il ne sait même pas à quoi ça va lui servir. Donc, c'est pour ça qu'il est allé dans l'enseignement, en fait. Pour former qui viennent. Parce que c'est difficile pour lui de trouver un domaine qui l'excite, en fait. Parce qu'il a déjà tout. Tu vois, il est allé dans l'industrie, il a travaillé partout. Ce n'est plus excitant du tout. Parce que tellement, il a l'impression qu'il y a presque tout. Mais s'il était en Afrique, où même les impôts, vous ne faites pas, mais lui, il allait être là-bas comme le paradis. Pour un créateur, il a dit que mais ça, je peux essayer des choses, je peux essayer mille et une choses. Je n'ai pas l'impression que ça marche ou que ça ne marche pas parce qu'il n'y a rien du tout. Tu vois? Et c'est cette mentalité-là que je me dis, on devrait avoir aussi chez nous. Ah, top. Et où est-ce que les gens peuvent se rendre pour en savoir plus sur toi? On mettra bien sûr les liens correspondants dans la description de l'épisode. Moi, personnellement, je ne suis pas non plus un personnage public. Alors, du coup... Non, si quand même. Tu as un rythme de... Moi, je me demande comment tu fais. Moi-même, je gère souvent des pages de d'autres personnes et tout. J'arrive pas à poster à ton rythme, en fait.
Mais C'est je pense incroyable. que c'est la passion, hein. Quand tu es passionné par un sujet, pour toi, ce n'est même plus le travail, c'est comme un réflexe en fait. C'est comme un réflexe. Mais Hmm. bon, je n'ai pas un endroit, je n'ai pas de page internet, j'ai pas de. Bon, on va dire qu'on Non. on envoie les gens sur Dicalo, quoi. On va mettre juste le lien pour aller Voilà, télécharger voilà. l'application. Par contre, je l'ai dit, je suis très, très, très actif sur Dicalo. Il y a un groupe de feedback sur Dicalo. Ouais, ouais, même je suis dans le groupe, quoi. Très, très, je peux confirmer, en fait. Très, il répond à tout. Voilà, où quand les gens ont des questions à 2h, 3h, 4 on essaie d'être actif là-bas. Donc, c'est là le temps où on me trouve. Sinon, sur Facebook aussi, je suis là. Je patrouille un peu à gauche, à droite. Je cherche des inspirations. Je cherche de voir comment ce réseau social tient les gens. Donc, ils mettent tout vraiment en place pour qu'on reste à l'intérieur de ça. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends chaque jour parce que c'est quelque chose que tu veux essayer de mettre aussi dans Dicalo dans le futur. Top, top. On va mettre bien sûr tous les liens en description, comme on s'est dit. Et je voulais te poser, là, on arrive à la fin. Est-ce que tu connais The Lean Startup? The Lean Startup, c'est pas un livre, ça? Si. Ouais, C'est un, je pense en avoir. c'est un bouquin d'un entrepreneur à succès, Eric Ries. Ouais, je crois en avoir entendu parler, mais je ne l'ai pas encore lu, non. Hmm. Non, lors, C'est bon parce que. ouais, lors de la prise de rendez-vous avec toi pour l'émission, je t'avais dit il y aurait une surprise à la fin. Donc, la surprise, en fait, c'est ce livre que je vais t'envoyer par la poste, bien sûr, parce qu'on enregistre l'émission à distance pour ceux qui ne savent pas. Donc, Ah, mais super. Donc, ça, c'est bon, ça. Merci, merci, merci. Ça, c'est génial, génial. Ouais. dans ce bouquin, en fait, ça traite des grands principes du lean management au développement de nouveaux produits. Donc, Eric Ries a mis au Ouais. point une méthode qui change radicalement euh, la donne pour tous ceux qui souhaitent créer une entreprise ou développer un nouveau projet, quoi. Le Lean Startup, ça s'appelle. Donc, c'est cette approche révolutionnaire, c'est une approche révolutionnaire, quoi, qui permet en effet d'adapter constamment son offre, mais aussi son entreprise aux évolutions du marché, quoi, en suivant le principe de Ok. l'innovation continue, quoi. Donc, Ah, mais ça, c'est, c'est bon, ça. Non, merci, ouais. merci, s'il te plaît. Ça, Ouais, sa méthodologie, c'est vraiment très, très, très intéressant. Sa méthodologie illustre de nombreux exemples d'entreprises qui ont su encourager la créativité et sortir des sentiers battus en s'adaptant aux besoins ouais, des clients, quoi. Là, on peut citer, par exemple, euh, Dropbox, Zappos, Groupon. C'est le même process qu'ils ont utilisé, ouais, quoi. ouais. Ah, Ouais. super. Non, ça, j'en ai besoin parce que c'est des gens chez qui m'inspirent aussi. Ah, super. Non, Mm. non, merci, merci vraiment. Ah, de rien. C'est- Merci. Merci à toi, Alain, d'être passé. C'était très, très instructif. Ah, non, c'est moi qui vous dis merci, hein. Merci Mm. pour Mm. cette occasion, quoi. Et Et- j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler dans l'émission. ok, je vais t'envoyer les liens, bien sûr. Salut. Ça marche. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.